8 avril 2021. Là, nous sommes au cours de Panorama de la littérature française. Et voilà, on commence aujourd'hui, donc, c'est notre unité 3, le 18e siècle. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est plutôt un parcours de caractéristiques générales de ce siècle, le siècle des Lumières, comme on l'appelle assez souvent. Je vous ai suggéré 3 ou 4 vidéos à regarder pour ce contexte, pour avoir une idée de ce contexte. Et aussi, je crois que j'ai partagé dans les archives de la salle virtuelle le chapitre Les 18e siècle de Yves Istaloni, n'est-ce pas? Je crois, je vérifie là s'il est déjà bien. Non. Je vais le mettre là tout de suite pour ne pas perdre du temps. En fait, je vous ai donné, j'avais déjà partagé le livre de Yves Stalloni, École et courants littéraires, mais c'était un document avec le livre presque complet. Et maintenant, ce que je fais, j'organise le livre autour de siècles. Et comme ça, c'est plus de chaque chapitre du livre, n'est-ce pas? Donc là, je viens de le mettre dans les fichiers du 18e siècle. Donc, dans les fichiers du 18e siècle, vous retrouverez Georges Minois, Censure et culture sous l'Ancien Régime en France. Il y a aussi ce livre-là, Daniel Mornay, c'est en français, la pensée française dans le XVIIIe siècle. Pardon, ce livre de Daniel Mornay est en espagnol, pas en français. Aussi, Jean Starobinsky, Accuser et séduire, ce sont des essais sur Rousseau. Il y a aussi L'Esprit des Lumières de Todorov, je vais en parler aujourd'hui. Et vous avez aussi le livre Candide de Voltaire. C'est les contes philosophiques qu'on va travailler ensemble dans cette unité. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux vidéos que je vous ai faites regarder? En fait, non, que je vous ai fait Pas regarder. encore. D'accord. J'ai vu que tu as mis sur le Teams seulement aujourd'hui. D'accord. Oui, Mhm. moi je n'ai pas encore eu le temps de le regarder. Pardon. D'accord. Non, c'est pas grave. Et donc, on va les regarder ici ensemble maintenant. Je plaisante. Utiliser les temps de cours pour regarder les vidéos, c'est trop. Euh, en fait, ici, je vérifie juste quels sont. Je vais parler rapidement de ces vidéos. Donc, la première vidéo, c'est une introduction au XVIIIe siècle. Pour vous donner un contexte général, philosophique, culturel, pas forcément littéraire, du XVIIIe siècle. Après, nous avons les Lumières, mouvement du XVIIIe siècle. Vous allez voir, en quelque sorte, ça c'est un mouvement, je l'appelle ici mouvement, mais peut-être, mais il n'est pas une tendance parce il a plus, il est beaucoup plus organisé qu'une simple tendance comme les baroques, parce qu'il n'y a pas un chef de file, un seul leader, un seul écrivain plus important, mais nous avons des choses organisées autour de certains écrivains, de certains philosophes, et on verra que ces idées-là circulent entre les milieux intellectuels de l'époque. Donc, nous avons cette deuxième vidéo de commentaires composés. Après, nous avons une vidéo sur les philosophes des Lumières et la censure.
Je ne vais pas entrer dans le sujet de la censure au 19e siècle aujourd'hui, au 18e siècle aujourd'hui, mais j'ai déjà mis cette vidéo parce qu'on va en parler. Et dans les archives de cette unité, vous allez retrouver ce livre de Georges Minois sur, je l'ai ouvert ici, c'est Censure et culture sous l'Ancien Régime. Donc, vérifiez après si vous avez de l'intérêt. Ce n'est pas une lecture obligatoire. Donc, je partage la vidéo pour vous donner une idée de pourquoi la censure est un sujet quand on parle du siècle des Lumières, parce que c'est un enjeu important. Et finalement, la dernière vidéo, c'est sur l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. C'est une œuvre immense en volume et en importance aussi. Et on va en parler aussi pour parler de la raison, de la connaissance et de l'ironie et aussi des religions dans le 18e siècle. Donc, c'est ça pour les vidéos que j'ai partagées dans notre salle virtuelle. Et je viens de vous poser la question, est-ce que quelqu'un a regardé ces vidéos et a une remarque, une observation à faire? Non? D'accord. Donc, n'oubliez pas de commencer ou de vous mettre à la lecture des Candides de Voltaire. Comme je vous ai dit dans les cours précédents, Voltaire, Candide, c'est une lecture très agréable, facile à faire, mais quand même, je ne sais pas combien de temps vous allez mettre pour lire ce conte philosophie. Donc, ne laissez pas au dernier moment, d'accord? Essayez de vous mettre à la lecture de ce texte qui est assez amusant, assez drôle quand même. Je ne sais pas si je vous ai dit dans les cours précédents que quand je lis Candide, ça me fait penser à Macunaíma de Mário de Andrade. C'est une comparaison intéressante au niveau des aventures, des déplacements et une certaine ironie, une certaine exagération aussi. C'est quelque chose qui, dans ma tête, je les considère assez souvent ensemble. Avant de commencer, je vais mettre le chat disponible sur mon portable. Bonjour Lorena. Et donc, je voudrais commencer ce cours d'aujourd'hui. Malheureusement, on va finir par avoir encore un cours centré sur moi. J'essaye quand même de trouver des stratégies pour éviter de parler tout le temps. Mais quand même, pour cette présentation du siècle, ou au moins d'une partie du siècle, ce sera un peu plus comme ça. Et donc, je vais commencer par partager l'écran ici avec le texte de Yves Saloni. D'accord? Vous aurez le texte de Yves Saloni sur votre écran. Là, peut-être je vais zoomer un petit peu. 2 secondes parce que l'ordi est un peu lent dans cette transition. Voilà. Et ce que je voulais en fait, c'était de zoomer encore un petit peu. D'augmenter la taille des polices. Donc, et il faut que je fasse une observation avant de commencer.
ou avant d'entrer dans le texte de Yves Stalloni. Une remarque sur Yves Stalloni et ce livre École et courants littéraires. Parce que, comme je vous ai déjà dit, j'utilise ce livre de Yves Stalloni comme une référence, une repère pour ce parcours historique par les siècles et les mouvements, les écoles et les courants littéraires, parce que je le trouve assez didactique. Par contre, c'est un livre qui simplifie beaucoup les choses. Donc, c'est presque un manuel scolaire. D'accord? Et vous savez que moi, je fais toujours attention pour aller toujours aux sources premières des textes. Donc, assez souvent, je vous apporte ici soit des références académiques ou de ressources solides. J'essaie quand même de travailler le texte authentique. Et ici, nous avons dans ce texte de Yves Stalloni, assez souvent, il fait des citations indirectes, ce que j'aime pas trop. Au lieu d'aller dans les textes de base, il va faire une citation à partir d'un texte qui a cité le texte original. Donc, vous voyez, j'aime pas trop, comme si ça nous donne un peu l'impression comme si l'auteur n'avait pas consulté et lu le texte intégralement dans sa source première. Et ça, c'est un peu dangereux de le faire parce qu'on peut prendre l'interprétation, la lecture de quelqu'un d'autre. Et c'est l'interprétation ou c'est la compréhension de quelqu'un d'autre. Et s'il s'agit d'un texte polémique, d'un texte difficile, il peut y avoir des divergences de compréhension. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'aime pas trop quand on fait ce genre de choses. Mais il nous sert quand même comme le fil rouge de l'histoire, le cas de Yves Stalloni. Par contre, dans notre bibliographie, dans les archives aussi, vous retrouverez le livre de l'histoire de la littérature française de Gustave Lançon. Lançon, c'est ce professeur théoricien de l'histoire littéraire et historiographe, historien de la littérature. Mais son livre, il a été publié à la fin du XIXe siècle. Donc, ce qu'il appelle comme l'époque contemporaine, c'est-à-dire c'est la fin du XIXe siècle. Ce n'est pas contemporain à nous, aujourd'hui, au XXIe siècle. Par contre, j'aime bien le texte de Gustave Lançon parce que c'est assez complet, c'est assez profond, mais c'est un langage de la fin du XIXe siècle. Ça couvre bien une partie plus ancienne de la littérature française. Donc, il y a cette limite temporelle. Mais quand même, si vous voulez, par exemple, par rapport au XVIIIe siècle, c'est une bonne source à consulter au cas où vous voulez un peu plus d'informations sur certains écrivains et ou sur le contexte de l'époque. Donc, je vais partir de Yves Stalloni et puis je vais entrer, je vais gérer les temps pour arriver à tout faire. Je compte aujourd'hui passer rapidement pour vous donner une idée des Lumières. Je ne vais pas parler des prêts romantiques aujourd'hui. Donc ici, on est dans les contextes du XVIIIe siècle. Je vais partir du texte d'Yves Stalloni, mais je veux quand même entrer dans un texte de Todorov sur l'esprit des Lumières. Je veux parler aussi d'Immanuel Kant, le philosophe allemand, dans un texte qui s'appelle Qu'est-ce que les Lumières. Et
si possible aussi, je vais entrer dans l'entrée de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est l'entrée raison, parce que quand on parle des Lumières, quand on parle du XVIIIe siècle, on fait toujours référence à l'importance de la raison. C'est peut-être le moment le plus rationaliste ou un des moments les plus rationalistes de notre histoire. Donc, voilà, je pars du texte de Guy Saloni. C'est ce que vous avez sur votre écran. Donc, il dit ici, il ouvre la réflexion sur les Lumières avec cette question s'il s'agit d'un courant littéraire ou d'un mouvement philosophique. En fait, c'est les deux. Et ce que je veux vous montrer aujourd'hui avec cette présentation, c'est que d'une certaine façon, peut-être avant d'être un courant littéraire, il s'agit d'un mouvement philosophique au sens large, un mouvement philosophique qui aura des conséquences sur la politique ou sur la pensée politique, sur la pensée économique et évidemment sur la littérature. De différentes façons. Nous avons assez souvent, on pense les Lumières comme une période, une longue période, mais homogène, et on verra que cela ne se passe pas vraiment comme ça. Nous avons des divergences d'opinion, de conception de monde, de style littéraire, par exemple. Donc, par exemple, si on pense au niveau philosophique, on aura Voltaire, Rousseau un peu plus tard, mais nous avons Diderot, nous avons Montesquieu. Ce sont quelques noms ici qui, comme il dit ici dans le premier paragraphe souligné ici, ce sont les puissants génies qui incarnent ce mouvement philosophique au sens large. Donc, c'est un courant intellectuel et philosophique. Et comme vous avez peut-être vu dans une des vidéos, on considère, nous avons déjà commencé cette discussion au début du semestre par rapport à la périodisation. Et vous voyez ici qu'on commence où on considère le XVIIIe siècle entre ces balises-là, entre ces bornes. 1715, c'est la mort de Louis XIV, et 1789, c'est la Révolution française. D'accord? Donc, on essaye de mettre ou de placer le XVIIIe siècle dans ce moment, entre ces deux limites-là. Donc, c'est ça. Ici, dans la deuxième colonne sur l'écran, nous avons aussi quelques thèmes communs dans les Lumières. Nous avons ici un culte de la raison, la confiance au progrès, l'aspiration au bonheur, les devoirs d'instruction, l'esprit d'émancipation, la critique des abus et des préjugés. Je corrige ici. Voilà. Et pour parler rapidement de chacun de ces thèmes. Les cultes de la raison fera une opposition à l'Église, à la religion, à la foi, d'une manière générale. Et la raison, je vais entrer un peu plus dans ce débat sur la raison en utilisant l'entrée de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et la raison, c'est cette faculté humaine, cette capacité à réfléchir, à pondérer les choses à partir surtout de l'intellect et de l'expérience. Ce qu'on est capable d'expérimenter et avoir nos propres pensées, conclusions, etc., sans avoir recours à la religion, à Dieu, à la métaphysique, à quelque chose qui est au-delà de notre propre entendement. J'utilise ici les mots entendement parce qu'il va revenir dans les textes de Kant.
peut-être si vous avez une idée de l'histoire de la philosophie, un vocabulaire qui est très cher à Kant, ce philosophe allemand, qui est un philosophe de lumière aussi, c'est cette idée de la faculté de l'entendement. N'est-ce pas? C'est en portugais on traduit comme faculdade do entendimento. N'est-ce pas? C'est cette capacité intellectuelle à partir de l'intelligence de discerner un peu les choses. N'est-ce pas? Évidemment que dans la philosophie des Kant, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas si simple, mais juste pour vous donner une idée de quoi il s'agit. La confiance au progrès. Donc, il y a quelque chose d'important dans cette époque qui est un rapport, un changement du rapport par rapport, c'est pas très beau, mais il y a un changement du rapport à la tradition. Donc, le passé et la tradition, ce n'est plus un exemple à suivre ou un modèle éternel. Donc, on va penser les temps comme une progression ou une succession de périodes, des temps, n'est-ce pas? Et on va faire confiance à cette idée. Et aussi l'idée de la raison, elle va faire pair avec l'idée de progrès. Et on va penser qu'en utilisant aussi la raison, la connaissance, l'intelligence, on sera toujours capable de progresser. Au XXe siècle, on fera une critique au progrès. Ce sera un autre moment de notre histoire, mais dans les moments de lumière, au XVIIIe siècle, on fait confiance au progrès. On pense que l'humanité est capable d'avancer toujours vers le mieux. N'est-ce pas? Et d'une certaine façon, ici, et vous voyez que là, on est toujours dans la discussion générale à propos de ce thème. Et je vous attire déjà l'attention quand on parle de confiance au progrès. Et j'entre déjà dans le troisième aspect ici indiqué, c'est l'aspiration au bonheur, parce que cette confiance au progrès et l'aspiration au bonheur sera mise en question dans les contes philosophiques candides. D'accord? Ayez ça dans l'esprit, n'oubliez pas ça, parce que l'idée de la philosophie de Pangloss, le personnage du conte philosophique Candide, sera important dans cette idée. Et après, à la fin, je vais pas... Oui, je vais donner un spoiler quand même. La maxime à laquelle Candide arrive à la fin, qu'il faut cultiver son jardin, elle met en question, c'est pas vraiment mettre en question, mais elle change le rapport à cette aspiration au bonheur. D'accord? On n'arrive pas au bonheur sans effort. Mais ce qui est important ici, quand on parle d'aspiration au progrès, c'est important de savoir ou de considérer que le bonheur devient un aspect philosophique. D'accord? Le bonheur devient une question philosophique, quelque chose qu'on recherche philosophiquement. Donc, vous voyez que Leandro Carnal, quand il parle de felicidade, de busca de felicidade, comme pas seulement Carnal, mais nous avons ces trois chevaliers de la contemporanéité, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal et Luiz-Philippe Pondé. Et assez souvent, les trois ensemble, ils parlent du bonheur dans une espèce de littérature philosophique d'auto-ajuda, comme on dit en portugais. Il retrouve un fondement philosophique dans les Lumières, mais aussi avant.
D'accord? Je vais vous montrer ça avec le texte de Todorov, qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant que le texte des Salonies. Mais on est capable de retrouver cette recherche du bonheur même dans l'Antiquité classique. D'accord? Et nous avons donc les devoirs d'instruction. Je vais parler un peu plus des académies, des salons, des écoles. Mais ce devoir d'instruction, il va venir avec le thème suivant, l'esprit d'émancipation, parce que cette idée d'émancipation, de s'émanciper, de devenir majeur intellectuellement, ça nous demande ces devoirs d'instruction. D'accord? C'est-à-dire que pour s'émanciper, pour être libre penseur, pour ne pas penser ce que l'Église nous demande de penser, c'est que le roi nous demande de penser, ce que les sages nous demandent de penser ou nous obligent à penser. Pour s'émanciper, il faut s'instruire. D'accord? Et la critique des abus et des préjugés, c'est aussi quelque chose qu'on va parler surtout au niveau des droits de l'homme. Raison pour laquelle je vais entrer aussi dans la déclaration des droits de l'homme, aussi parce que ça fait partie, même si la première déclaration des droits de l'homme et du citoyen va être publiée, si je ne me trompe pas, c'est en 1789, donc c'est dans le contexte de la Révolution française, c'est-à-dire que ces droits-là, ils sont déjà développés, maturés peu à peu tout au long du siècle. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'intéressant quand on parle du XVIIIe siècle. Aussi que ce n'est pas une révolution. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. D'accord? C'est plutôt quelque chose qui est développé philosophiquement, au niveau des œuvres, des discussions, dans les salons dont je vous ai parlé dans les cours précédents, ces petites rencontres d'intellectuels, d'artistes, des penseurs, les idées sont développées, sont maturées peu à peu, et on arrive au fil, tout au long du siècle, à introduire ces idées qui étaient au niveau de la réflexion dans la vie pratique des gens. D'accord? Et même quelque chose d'important que Todorov va nous apporter aussi, c'est l'idée que les penseurs vont partager ces réflexions avec les leaders politiques, et les leaders politiques vont cesser d'être les rois, ou comment on dit ça, le monarque absolu, n'est-ce pas, ce représentant divin sur la terre, et donc ils vont devenir le gouvernement des hommes aux hommes, ou quelque chose comme ça. Donc, ils sont passibles des critiques, ils sont aussi passibles d'incorporer l'instruction des sages, des philosophes, des intellectuels de l'époque. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'important à tenir en compte. Donc, j'avance encore ici. Je vais laisser voir oui, l'âge de la raison, c'est parce que la raison, si, encore une fois, comme je recule ici un petit peu. Donc, c'est les Lumières, comme Stalloni le dit ici, c'est un courant intellectuel et philosophique. Et donc, j'avance ici dans le texte, et on parle de l'âge de la raison. Et au niveau philosophique, on verra que la raison, après cette période de lumière,
elle pourra devenir quelque chose d'abstrait, de métaphysique, et elle va occuper une place peut-être trop haute, intouchable et difficile. Mais quand on parle de l'âge de la raison ici, on parle plutôt de cette capacité humaine de réflexion, de critique, et de placer les choses sous un aspect historique, situationnel, contextuel. D'accord? C'est-à-dire que les choses se passent, les événements historiques, politiques, littéraires, et vous voyez, moi, je suis partisan, en quelque sorte, de cette compréhension même de l'art. Je n'ai pas une conception de l'art et de la littérature essentialiste. Je pense, j'essaye de comprendre l'œuvre d'art, l'œuvre littéraire dans son contexte historique, esthétique, politique, économique, etc. Parce que je cherche toujours le rapport de l'œuvre d'art, de l'œuvre littéraire à sa société, à son contexte social, etc. Donc, je suis pas trop partisan de l'idée du génie, tout simplement. Je considère les talents individuels, évidemment, mais je ne pense pas trop. Je comprends. Je vais vous montrer un peu plus aussi la théorie du génie romantique un peu plus tard, mais ma façon à moi de comprendre l'œuvre d'art, c'est plutôt de la placer dans un contexte historique, de savoir qu'elle est fruit d'une individualité, mais aussi d'un temps historique. D'accord? Et quand on parle ici de l'âge de la raison, je reviens à cette idée. L'âge de la raison, c'est parce que la raison devient quelque chose de très important au niveau de la compréhension du monde. N'est-ce pas? C'est-à-dire que les êtres humains sont capables de raisonner, de penser, de réfléchir à propos et de trouver des solutions aux problèmes qui se présentent. D'accord? Avançons donc. Ici, il va entrer, je vais faire ça, pardon, j'ai dû le faire parce que je voulais souligner correctement ici les noms de Kant. Voilà. Et je mets dans un grand écran. Voilà. Nous avons ce texte de Kant qui s'appelle Qu'est-ce que les Lumières? Et peut-être, oui, d'accord, je vais arrêter ici le texte de Yves Saloni et je vais passer au texte de Kant. Et au lieu, comme je vous ai dit, au lieu de rester dans cette, ce côté un peu plus, pas vraiment superficiel, mais horizontal du texte de Yves Saloni, je vais passer au texte de Kant pour parler, expliquer un peu plus ce qui est ou ce que sont les lumières dans cette conception de monde. Donc, j'entre ici dans le texte de Kant. C'est un texte court, d'accord? C'est un texte que Kant a fait publier dans un journal. Ce texte, il n'est pas encore disponible dans les archives de notre salle virtuelle, mais je vais le mettre plus tard. J'ai oublié de mettre aussi le petit article que j'ai utilisé les cours précédents sur les lettres, d'accord, sur les genres épistolaires. Je vais le faire aussi. Donc ici, je ne vais pas présenter le philosophe Immanuel Kant. Les Français traduisent pour Emmanuel Kant, mais l'orthographe allemande, c'est Immanuel Kant. Et ça, c'est réponse à la question, le titre complet du texte, c'est réponse à la question qu'est-ce que les Lumières? Et c'est un texte publié en 1784. Et ce texte, je vous montre ici, tout en bas.
Il a été publié dans cette revue, ce journal Berlinischer Monatsschrift en décembre 1784. Et ça, c'est important. Pourquoi j'insiste parce que peut-être vous demandez, mais quelle est l'importance de dire où ça a été publié. Mais non, c'est important justement parce que dans ces siècles, on va commencer à parler de la presse, de la circulation d'idées, donc la publication. Souvenez-vous que nous avons parlé récemment de la création de la presse par Gutenberg, n'est-ce pas? Donc, la publication et l'impression des textes et la disponibilisation de textes imprimés moins cher dans un volume plus grand aussi, ça contribue à cette diffusion des idées. Et ici, à ce moment-là du XVIIIe siècle, c'est un moment important du débat public. Et ça, c'est important parce que Kant va parler de cet échange d'idées dans l'espace public. Et vous voyez l'importance, je ne sais pas si vous connaissez un peu plus sur la vie des Kant. J'oubliais les noms de la petite ville dans laquelle Kant vivait ou a vécu. Et quand il était philosophe, il était professeur, il enseignait la philosophie dans ce petit village et il me semble qu'il n'a jamais quitté son petit village pendant toute sa vie, ou s'il a quitté son petit village, il l'a fait pour quelques fois. Donc, nous avons Kant comme un philosophe qui pense les universels, qui pense à la raison pure, la raison pratique qui est d'une certaine façon c'est pas une moralité parce que ce qu'il demande ce n'est pas ou ce qu'il nous indique ce n'est pas une moralité au sens de un chemin à parcourir mais plutôt la liberté d'agir mais comment agir moralement. Donc, vous voyez que on est toujours dans le côté de la morale, mais la morale ici, ce n'est pas une série d'actions à suivre, mais plutôt la réflexion que l'individu doit faire avant d'agir ou cherchant à agir moralement. Vous voyez la différence. C'est un changement de qualité au niveau de la morale. D'accord? C'est-à-dire que l'individu doit penser, réfléchir à son action de façon moralement. Et donc, et vous voyez que quand je parle ici, peut-être ce sera un peu trop philosophique aujourd'hui, mais vous allez voir, vous allez remarquer la présence de ce genre de réflexion dans les contes philosophiques candides ou l'optimisme. D'accord? C'est intéressant parce que ce n'est pas par hasard qu'on appelle cette série de contes de Voltaire des contes philosophiques. D'accord? Parce qu'il y a une philosophie là-dessus et ça dialogue avec la philosophie, l'intellectualité de l'époque. Voilà, c'est clair. Donc, revenons ici au texte de Kant. Donc, c'est un texte court. Dans cette version-là, ça fait 7 pages. Et donc, c'était un texte qui a été publié dans une revue, dans un journal. Voilà, c'est un article. On peut l'appeler un article de presse, un article d'opinion publié dans la presse. Et donc, il commence ici dans le premier paragraphe avec cette idée. Les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. Donc, nous aurons ici encore une fois un paragraphe assez chargé d'idées, de choses
à discuter. Donc, les lumières, je vais changer ici l'outil pour faire ça. Donc, nous avons les lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. Et donc, on commence avec un premier mot ici, c'est la tutelle. Quand on parle de tutelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas responsable nous-mêmes de nos actes, de nos actions, de nos pensées. Il y a quelqu'un qui le fait pour ou à notre place. Et ce qu'il dit ici, les lumières, il faut le dire, oui, juste pour le dire, c'est une métaphore qu'on utilise pour parler de la raison, pour la capacité d'illuminer les idées ou la pensée. N'est-ce pas? Quand on parle des lumières, c'est dans ce sens-là. Ou illustration qu'on utilise aussi. Donc, les lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. Et donc, nous avons ici l'idée de responsabilité apportée par Kant. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Vous voyez le vocabulaire utilisé. Je vous ai parlé tout à l'heure d'entendement. Moi, je placerais cette idée d'entendement plus ou moins comme compréhension, la capacité de comprendre, de discerner les choses. Donc, l'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement, de sa capacité de penser, sans être dirigé par un autre. Donc, on peut associer ici l'idée de tutelle à l'idée de direction, d'être dirigé par un autre. Lui, il continue, elle est due, c'est-à-dire la tutelle, elle est due à notre propre faute lorsqu'elle résulte non pas d'une insuffisance de l'entendement. Donc, ce n'est pas de l'insuffisance de l'entendement. Nous avons, nous tous, de l'entendement, mais nous ne l'utilisons pas. Nous ne nous servons pas de notre entendement. D'accord? Selon Kant. Donc, elle est due, cette tutelle, elle est due à notre propre faute lorsqu'elle résulte non pas d'une insuffisance de l'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage pour s'en servir sans être dirigé par un autre. Donc, je vais mettre ici manque de résolution et de courage pour s'en servir sans être dirigé par un autre. Donc, vous voyez, parce que ça c'est important, les manques de résolution et de courage pour utiliser son propre entendement et diriger sa propre vie, ça nous demande la responsabilité, n'est-ce pas? Et parfois, au lieu de se responsabiliser ou d'être responsable pour ses propres actions, c'est plus facile d'accorder cette responsabilité à un autre, n'est-ce pas? Mais quand on le fait, on perd notre liberté. La liberté, c'est un autre concept, une autre notion importante dans ce contexte. Et vous voyez comment c'est intéressant. On verra avec Todorov tout à l'heure que l'esprit des Lumières, ce n'est pas quelque chose qui a été créé et développé au XVIIIe siècle. C'est quelque chose, ce sont des éléments qui existaient déjà avant, qui se sont réunis, qui ont été réunis par ces philosophes, par ces penseurs à cette époque. Et d'une certaine façon, ils vont marquer les périodes postérieures et on verra de retour certains de ces éléments, comme la responsabilité, la liberté, etc. Ils vont revenir avec force dans l'existentialisme au XXe siècle. Donc, vous voyez que ça, c'est important d'avoir cette vision historique
que ces éléments-là, ils sont présents dans la pensée, mais ils vont avoir un peu plus d'importance au XVIIIe siècle, et même s'ils perdent de l'importance après, avec les romantismes, comme on verra, les romantismes, c'est l'inspiration, le sentiment, etc. Ces éléments-là de la raison, des lumières, de l'entendement, de la liberté, la responsabilité, ils seront toujours présents de temps en temps moins fort, de façon moins forte, et de temps en temps de façon plus forte. D'accord? Donc, voilà. Et en latin ici, sapere aude est le courage de te servir de ton propre entendement. Telle est la devise de Lumière. Et cette expression en latin, ça veut dire exactement ayez ou est le courage de, ou ose savoir. N'est-ce pas? Et donc, ça, c'est aussi, et assez souvent, dans ce contexte, c'est important de penser que toute cette Juliane, 2 secondes, je vérifie le message ici. Juliane, j'allais justement demander s'il y avait un rapport entre l'existentialisme. D'accord. D'une certaine façon, Juliane, c'est quelque chose à vérifier un peu plus. Si ce rapport, les rapports entre l'existentialisme et les Lumières, il existe. Et ce que je vais dire, c'est il faut vérifier si les existentialistes reconnaissent cette influence. Parce que parfois, dans certains mouvements, ils veulent prendre l'originalité de la chose. Ils veulent se présenter comme étant une pensée originale, n'est-ce pas? Donc, peut-être, par exemple, mais un aspect important à dire. Tous ces aspects-là que je mets en relief avec Kant, il y a là un conflit de la raison contre la religion. Parce que la religion était très présente à cette époque-là. Pour les existentialistes, l'existentialisme sartrien de Camus, de Spon de Pouvoir, l'existentialisme de la Deuxième Guerre et après la Deuxième Guerre, c'est un existentialisme où une pensée qui se développe après la mort de Dieu. Ce n'est pas la mort effectivement de Dieu, mais la mort d'une conception de vie guidée par Dieu, n'est-ce pas, qui arrive déjà à la fin du XIXe siècle, etc. Donc, le contexte est autre. Mais il y a un rapport évident entre ces idées-là. D'accord? Je vais juste vérifier ici parce que j'ai vu que l'échange de messages ici était intense pendant que je parlais. D'accord, Juliane et puis Luciane, dans cette compréhension, les lumières sur le fait d'être vous-même responsable est un vestige de l'existentialisme. Non, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est un vestige, Luciane, parce que ce serait anachronique, parce que les lumières viennent historiquement avant. D'accord? Tu peux dire que la responsabilité, c'est un vestige des lumières dans l'existentialisme. Dans cet ordre, oui. Non, parce que sinon, Luciane, on entre dans la logique temporelle des Dark, la série sur Netflix. Parce qu'on a quelque chose postérieur qui influence quelque chose avant. Et ce n'est pas le cas ici. Mais on peut parler de l'influence des lumières dans l'existentialisme, effectivement. Parce que je pensais à ça. Juliane, ok. Lorraine, tout à fait, oui. Au contraire, d'accord. Voilà. Oui, d'accord, il faut respecter quand même
on n'a pas forcément besoin de parler d'influence, mais quand on parle de façon chronologique, il faut quand même respecter la chronologie de l'histoire. On ne peut pas s'en passer. D'accord? Lorena, tu n'as pas plus besoin d'explications dans quel sens? À propos de ce que dit Juliana de l'existentialisme, je ne comprends bien cette explication. Je ne sais pas. Alors, je faisais des fautes dans ma tête, je ne sais pas. D'accord. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'existentialisme parce que sinon, on va perdre un peu le cap. On va perdre le but ici des Lumières. Mais on va revenir à l'existentialisme encore. Juliana? En fait, ce que je demandais, c'était juste s'il y avait un rapport au sens d'influence à partir de cette notion dont Luciana a bien remarqué aussi, la question de ces savoirs responsables de soi-même. Dans ce sens-là, c'était juste ça. Oui, comme je disais, il y a cette influence ou cette continuité de ce rapport à la responsabilité. Par contre, il y a quelques différences. Comme je vous ai dit, les Lumières, c'est un moment dans lequel on utilise la raison pour faire face à l'Église, à la religion, à la foi, à la tradition. L'existentialisme est déjà un mouvement presque laïque ou, comment je peux dire ça, athée. Ouais, voilà, moi je dirais athée. Ouais. Donc. Ouais, parce qu'on va voir ici avec, je vais vérifier si dans les textes de Kant, mais sûrement dans les textes de Todorov, toute cette philosophie des Lumières, elle ne vient pas pour renier la religion. La religion, elle sera toujours présente, elle sera présente au niveau de l'individu et pas au niveau de l'État et pas au niveau de la société. D'accord? Par contre, à mon avis, dans l'existentialisme, la religion n'est plus présente. Il n'y a plus d'espace pour la religion. On est jeté au monde et c'est à nous de se débrouiller. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie à la vie. Il n'y a pas de Dieu, en fait. Il n'y a pas de Dieu. Ouais. Non. Donc là, l'angoisse, je pense que c'est à partir de cela que c'est produit l'angoisse. Oui, oui, oui. Et on va développer un peu plus ces questions-là, Lauriane, quand on parlera de l'existentialisme de Sartre et de l'absurde de Camus. D'accord? Parce que sinon, je vais entrer dans ce débat et on va perdre un peu la discussion sur les Lumières. Maintenant, c'est clair. Oui, mais on reviendra dans les Lumières parce qu'on aura ces idées-là dans la tête quand on parlera de l'existentialisme. D'accord? Ah, ben. Et oui, parce que sinon, il faut développer certaines notions aussi de l'existentialisme et c'est plus facile avec la lecture, avec des vidéos, avec plus d'informations pour ne pas être trop abstrait ici. Donc, c'est important et là, c'est pourquoi j'insiste assez souvent dans la lecture des textes authentiques, des textes des bases, des textes, pas des vrais textes, je ne veux pas dire ça, mais des textes de base, quoi. Parce qu'on verra qu'il y a beaucoup plus de choses, de nuances, qu'un texte d'un manuel comme celui de Stalloni. Stalloni nous donne des idées générales et assez souvent les sens communs sur les mouvements. C'est important pour quand même construire une idée rapide du mouvement.
Mais quand on entre dans les détails du mouvement, on verra que la chose est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe. Peut-être pas compliquée, mais complexe. D'accord? Les textes eux-mêmes, voilà, Juliane. Et pourquoi je l'ai dit? Parce que ce sera clair. Et vous allez voir, je vais faire attention au temps ici, parce que je vais vous montrer ça, ou je vais vous démontrer ça dans la Déclaration des droits de l'homme aussi. D'accord? Cette séparation de l'État et de l'Église, ce sera présent. Mais la religion, la religiosité, le mystère, ils sont toujours présents. La raison ne vient pas pour renier la religion, la foi, le mystère, etc. D'accord? Elle vient séparer l'État, la société de la religion. C'est ça. Donc, nous avons ici la raison, le courage, etc. Et j'ai mis ici, je souligne ici la paresse et la lâcheté, parce que quand on considère peut-être comme les causes qui expliquent pourquoi beaucoup de gens, je vais souligner ici, affranchis aussi. Affranchi, c'est se libérer. On utilise ce mot affranchi, par exemple, pour les esclaves. Un esclave affranchi, c'est un esclave qui n'est plus esclave. C'est un ancien esclave, n'est-ce pas? On va dire um escravo alforriado, livre, quelque chose comme ça. Donc, Kant va dire que peut-être pour paresse ou lâcheté, on reste toujours sous la tutelle de quelqu'un d'autre. Et il va utiliser ce mot-là, mineur. On est toujours mineur, c'est-à-dire on ne devient pas adulte au niveau des idées, au niveau de la responsabilité. C'est pour ça qu'il va faire l'opposition de laisser d'être mineur et s'émanciper. D'accord? C'est un autre mot qui reviendra dans ce texte-là. On avance parce que je ne vais pas lire le texte tout entier. Le texte, il a des idées intéressantes, mais puis il entre dans une série d'analyses qui, à mon avis, c'est pas très intéressant. Mais voyons ici. Voilà. Je continue ici le texte. En revanche, la possibilité qu'un public s'éclaire lui-même est plus réelle. Cela est même à peu près inévitable pourvu qu'on lui en laisse la liberté. Donc, le mot liberté vient de paraître ici dans les textes. Oups. Voilà. Les mots liberté dans les textes. Et j'ai encerclé le mot éclairer parce qu'il fait pair avec l'idée de lumière, n'est-ce pas? Et assez souvent aujourd'hui, on critique l'utilisation de ces expressions qui font opposition à sombre et lumière, ou à l'ombre et lumière, sombre et clair, comme si c'était un rapport racial. Et pas forcément, parce qu'ici, en fait, les Lumières rivalisent en quelque sorte avec une conception du Moyen-Âge comme les ténèbres. Donc, cette idée de sombre, ombre, ténèbres, manque de lumière, ça reste avec l'idée d'un certain Moyen-Âge. Et lumière, éclairée, éclaircie, ici, il n'y a pas un rapport racial, mais plutôt avec cette idée d'illuminer les idées contre les idées sombres de la religion ou quelque chose comme ça. Donc, c'est possible de s'éclairer ou un public de s'éclairer lui-même pourvu qu'on lui en laisse la liberté. Je continue ici, car il y aura toujours, même parmi les tuteurs
attitrés de la masse, quelques hommes qui pensent par eux-mêmes et qui, après s'être personnellement débarrassés du joug de la minorité, reprendront ou diffuseront autour d'eux un état d'esprit où la valeur de chaque homme et sa vocation à penser par soi-même seront estimées raisonnablement. Donc ici, il parle de la vocation à penser par soi-même. Donc, vous voyez qu'ici, nous sommes dans le domaine de la libre pensée. D'une certaine façon, ce qu'on dit ici sont les germes du libéralisme philosophique, pas le libéralisme économique, mais le libéralisme philosophique. La liberté de penser, des croyances, etc. D'accord? Ça commence à se développer ici. Et juste une observation. Ce texte de Kant, comme je vous ai dit, il a été publié à la fin du XVIIIe siècle. Donc, on voit ici, avec Kant, ce n'est pas l'originalité des idées, mais la capacité à réunir plusieurs idées autour de la majorité, l'émancipation, la liberté de penser, etc. D'accord? Parfois, on pense à un penseur, à un philosophe comme quelqu'un de génial, mais non. Ce qu'il fait, c'est organiser certaines idées qui étaient diffusées tout au long du XVIIIe siècle. Et j'ai mis ici les lumières parce que c'est l'image, la métaphore utilisée. Non, cette partie-là, non, elle n'est pas très importante. Oui, pour répandre, pour diffuser ces lumières, il n'est besoin de rien d'autre que de la liberté. De fait, ou en fait, de sa plus inoffensive manifestation, à savoir l'usage public de la raison, et ce, dans tous les domaines. Donc, ça, c'est important, l'usage public, de la raison, parce que c'est une invitation à la participation au débat public, n'est-ce pas? Et vous voyez, cette utilisation de l'espace public pour le débat d'idées, d'une certaine façon, c'est la démocratie grecque, n'est-ce pas? Par contre, la démocratie grecque, les gens qui avaient le droit à participer, c'était les hommes libres, c'est tout, des citoyens. L'idée des citoyens était être hommes et libres. Les femmes et les esclaves, par exemple, ils n'étaient pas des citoyens dans la démocratie grecque, n'est-ce pas? Et ici, non. Ici, dans cette période de Kant, on invite les gens à participer activement avec ces idées et de mettre ces idées à débattre dans la confrontation. Raison pour laquelle on va apporter cette idée de la critique. Donc, tout raisonnement est critiquable. Il n'y a pas d'argument essentiel. D'accord? Voyons l'usage public. Et comme vous voyez, le texte de Kant, c'est un texte de philosophe rationaliste. Donc, il explique chaque notion utilisée. J'entends par usage public de notre raison celui qu'on fait comme savant devant un public qui lit. Et l'usage privé, c'est la fonction civile, c'est-à-dire l'individu, n'est-ce pas? Donc, avançons ici. Donc, vous voyez, il y a des discussions ici qui ne nous intéressent pas dans un sens plutôt général, raison pour laquelle j'ai sauté pas mal de choses. Et ici, si on demande maintenant, vivons-nous actuellement dans une époque éclairée? On doit répondre non, mais nous vivons dans une époque de propagation des lumières. Donc, Kant était conscient de son rôle de diffuser cette idée d'une époque d'avoir une époque éclairée, mais il savait quand même qu'ils avançaient.
et qu'ils étaient dans un moment, dans une époque de propagation des lumières, c'est-à-dire de l'usage de la raison. Voyons. Et je crois que c'est la dernière page ici. Oui. J'ai traité l'aspect essentiel des lumières, à savoir la sortie de l'homme de l'état de tutelle, où il se maintient par sa propre faute, en maintenant principalement aux questions religieuses. Donc, vous voyez, l'opposition, les conflits ici, c'est contre la religion. Parce que, en ce qui concerne les arts et les sciences, ça c'est important. Je recommence. J'ai traité l'aspect essentiel des lumières, à savoir la sortie de l'homme de l'état de tutelle où il se maintient par sa propre faute, en maintenant principalement aux questions religieuses, parce que, en ce qui concerne les arts et les sciences, nos souverains n'ont aucun intérêt à tenir le rôle de tuteur pour leurs sujets. Sujet ici, súditos. D'accord? Quand on parle des souverains et sujets, c'est soberanos ou reis, etc. Et sujets comme je viens de le dire, súditos. D'accord? Et non sujeitos, dans une traduction directe. Donc, vous voyez que il y avait encore ce que Kant dénonce, en quelque sorte, c'est qu'il y avait encore les joug de la religion, la présence de la religion dans la vie des gens, une certaine intromission de la religion dans la vie des gens. Par contre, les souverains n'avaient pas d'intérêt de tenir ces rôles, de jouer ces rôles de tuteurs au niveau de l'art ou des arts et des sciences. C'est-à-dire qu'au niveau de l'art et de la science, on était quand même un peu plus libre pour agir. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'était le texte de Kant. OK? Et je reviens au texte de Stalloni. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Kant? Moi, non. OK. Non, ça va, on peut avancer. Une époque de mutation. Non, ici, c'est juste le... Lorena, ça va, OK. C'est bon, je vais laisser ça. Il n'y a pas besoin de commenter. Ah oui, ici, c'est quelque chose d'important. Nous avons là quelque chose d'important. Dans ce côté-là, la page à gauche. Parallèlement à cette évolution, les statuts de l'écrivain changent. Convaincu de son indépendance, il n'est plus un courtisan stipendié par un mécène, de son droit à la libre parole et de sa mission de diffuseur de lumière. L'auteur des livres ne recule devant aucun sujet, défie la censure par ses hardiesses et s'impose comme un acteur important du paysage socio-culturel. Donc, ici, ce n'est pas par hasard que on va faire, quand on parle d'intellectuel ou du rôle de l'intellectuel dans la société, assez souvent, on met comme repère des créations l'action d'Émile Zola à la fin du 19e siècle, qu'on verra dans quelques semaines quand il écrit J'accuse. Mais en fait, assez souvent, on recule jusqu'à Voltaire, qui était un écrivain combattant au niveau des idées et qui a quand même fait face à la censure en utilisant pseudonymes ou de textes anonymes, etc., en utilisant l'ironie pour dénoncer certains aspects de la société ou du gouvernement de l'époque. Et on voit changer
ces rôles des écrivains. Et vous voyez que ici, quand il dit qu'il n'y a plus un courtisan stipendié par un mécène, c'est-à-dire il n'y a plus de mécène qui paye l'artiste. Les artistes vont devenir en quelque sorte de libéraux, c'est-à-dire ils vont vivre de leur art, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut un public payant qui achète des livres pour vivre, quoi. Et c'est intéressant, vous allez voir quand on parlera un peu plus de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Et l'encyclopédie, il y avait une espèce de signature, une espèce de forfait. Les gens payaient pour recevoir les volumes de l'encyclopédie à la maison. D'accord? Comme aujourd'hui, par exemple, nous avons Tag. C'est quelque chose qu'on paye pour recevoir des cadeaux et des livres choisis par quelqu'un, un éditeur ou quelque chose comme ça. Donc, la vie de l'esprit, donc voilà, on commence avec cette idée de l'écrivain comme libre penseur et comme pouvant faire opposition au establishment, au gouvernement, à la société, etc. D'accord? Et aujourd'hui, parfois, on se dit, mais les artistes ne devaient pas se mêler de la politique. Non. Non, ne devaient pas. Je réunis toute l'idée. Si, ils doivent se mêler. C'est pas ils doivent, ils peuvent se mêler de la religion. N'est-ce pas? Pas de la religion, pardon, de la politique. Mais de la religion aussi. Il y a plein d'écrivains catholiques ou protestants, etc. N'est-ce pas? Donc, la vie de l'esprit, les lieux particuliers, c'est les salons, les cafés, les clubs, les académies, comme espace de discussion, d'idées, des goûts. C'est bon, on a déjà parlé de ça. L'Académie française, je laisse de côté. L'élargissement du monde. Ici c'est intéressant à commenter et à comparer avec Montaigne que nous avons vu récemment. L'élargissement du monde. Parce que là, nous sommes au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on a conquis l'Amérique depuis 2 siècles et demi, et ça fait 2 siècles et demi qu'on exploite l'Amérique, c'est-à-dire que les Européens ont eu le contact avec d'autres sociétés, d'autres visions de monde, mais ils pensaient quand même que leur vision du monde était correcte, que les autres étaient barbares, que les autres étaient primitifs. Et ici, une des caractéristiques du siècle, composante remarquable de l'esprit de lumière, est ce que l'on a pu nommer le cosmopolitisme. Cette ouverture au monde s'exprime de 2 manières. En premier lieu, la curiosité pousse les penseurs et les philosophes à emprunter aux voisins ou à traverser les frontières. Et je saute ici. L'autre façon de s'ouvrir au monde est l'engouement, l'enthousiasme pour les voyages lointains et l'exotisme qui en découle. Des diplomates, des savants, des aventuriers parcourent les mondes et ramènent des récits qui nourrissent l'imaginaire ou la fantaisie et en même temps ouvrent une réflexion sur l'ethnocentrisme. Ici, c'est important cette réflexion parce que cette idée du voyage, de l'exotisme, de l'expérience cosmopolite, on verra avec Candide aussi. D'accord? Et aussi, ça nous fait penser au cannibale de Montaigne, n'est-ce pas? L'essai de Montaigne qui mettait en question cette idée de qui est le barbare.
n'est-ce pas? C'est-à-dire, Montaigne se posait cette question plus d'un siècle avant. Mais l'idée de Montaigne, qui était une idée à la fin du XVIe siècle, était une idée, comment je peux dire ça, dilettante, une idée, comment je peux dire ça, extravagante. Au XVIIIe siècle, ça deviendra central. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les idées prennent temps pour sortir du monde des idées. Le monde des idées ici, je ne parle pas du monde des idées de Platon, je parle de les sphères intellectuelles des penseurs, des philosophes, pour entrer dans la vie pratique des gens. N'est-ce pas? Juste pour vous faire penser dans la contemporanéité. Vous voyez qu'aujourd'hui, si on recule dans le temps, le féminisme était un débat politique, philosophique, académique, en quelque sorte. Aujourd'hui, on parle de racisme, de féminisme, etc., dans Big Brother. N'est-ce pas? Moi, je ne suis pas Big Brother, mais j'écoute, je lis les commentaires sur Twitter. Donc, je me mets à jour parce que il y a des gens que je... Você fica assistindo, professor, eu sei. Non, je n'ai pas le temps. La dernière fois que j'ai regardé Big Brother, c'était quand il y avait Iris allemand et comment elle s'appelait l'autre? C'était l'autre copine de allemand. J'ai oublié son nom, mais ça a été la dernière fois, je pense que c'était 2007, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, je ne perds plus mon temps avec. Mais je ne condamne pas qui le fait. D'accord. C'était 2007, n'est-ce pas, Cécile? Voilà. Et donc, c'est ça. Cette réflexion sur l'ethnocentrisme. Voilà. Et donc, je donnais l'exemple du féminisme ou des études culturelles ou des études décoloniales aujourd'hui qui entrent dans les débats de la vie pratique des gens. N'est-ce pas? Par exemple, quelques années avant, certaines personnes ne se posaient pas la question s'ils étaient privilégiés ou pas à cause de la couleur de leur peau. Aujourd'hui, c'est une question qu'on se pose même si on n'est pas touché si on n'est pas confronté par ces choses-là. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la vie pratique nous confronte. On n'a pas besoin de se poser ce genre de questions. C'est-à-dire, on a besoin de se poser ce genre de questions. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un choix. C'est donné par l'esprit du temps. N'est-ce pas? Pour le bien et pour le mal. Je ne vais pas entrer dans ce débat parce qu'on a beaucoup de choses encore à voir. Voyons encore ici la figure du philosophe. Oui, la figure du philosophe ici, c'est plus ou moins la figure de l'écrivain aussi, n'est-ce pas? Désigne plutôt un homme qui se sert de sa plume pour défendre des idées audacieuses, un écrivain contestataire qui refuse les préjugés, un esprit universel qui se pique de science, mais aussi de belles lettres. Ici, c'est important, nous avons le mot préjugé, parce qu'avec la raison, l'utilisation de l'entendement, de la raison pour penser, pour réfléchir, pour mettre en question la tradition. Quand on parle des préjugés, ici, ça peut être préjugés tels comme on connaît aujourd'hui, mais aussi on met en question les idées préconçues, les préjugés comme les idées préconçues.
c'est-à-dire un préjugé comme quelque chose qu'on n'a pas besoin de juger. Vous voyez? Donc, non, avec la philosophie des Lumières, c'est-à-dire nous sommes obligés à penser. Il faut discerner les choses. On ne peut pas accepter quelque chose qui a été préjugé, qui a été jugé préalablement. C'est à nous de former notre propre opinion, à partir de la raison, à partir du discernement. D'accord? Donc, voilà l'encyclopédisme. Peut-être que je ne vais pas entrer là aujourd'hui. Oui, donc je vais sauter l'encyclopédie et je vais parler ici des fondements conceptuels de lumière. Nous avons donc la raison, c'est plus ou moins ce dont nous parlons maintenant. C'est la source d'émancipation et de bonheur, car elle car elle invite à rejeter toute métaphysique. Métaphysique ici comprise comme tout ce qui n'est pas explicable par la raison ou à partir de l'expérience du monde réel, n'est-ce pas? Vous voyez par exemple un débat de cette époque, je pense que c'était un débat du XVIe ou du XVIIe siècle. C'était le débat de Bartholomé de las Casas, qui était de l'Église, et un autre penseur de l'époque. J'oubliais le nom de l'autre penseur, mais ce qu'il débattait, c'est si les Noirs africains et les indigènes américains, s'ils possédaient ou pas de l'âme, une âme. Donc, pour dire, vous voyez, pour discerner les gens ayant une âme, des gens qui n'ont pas d'âme, on ne peut pas entretenir ce débat sans recourir à une métaphysique, parce que dans la vie pratique, on n'est pas capable, dans la vie réelle, on n'est pas capable de dire ou de pointer qui possède une âme et qui ne possède pas. Même si on parle d'un gouverneur génocidaire, on ne peut pas dire qu'il n'a pas d'âme, ou prouver. On peut prouver qu'il est un malade mental, ou qu'il a un problème, une psychopathie ou quelque chose comme ça. Mais on ne peut pas parler de la présence ou de l'absence de l'âme, d'accord? Sans entrer dans un débat métaphysique. L'expérience. La pensée doit avancer avec prudence et une rigueur scientifique en procédant méthodiquement à l'observation et à l'expérimentation. Donc, vous voyez ici presque d'une certaine façon cette idée de la méthode et de l'observation et de l'expérience. Ça vient un peu de la science, même de la philosophie de Descartes, avec le doute, la méthode du doute philosophique. Nous avons la nature aussi. Donc, il y a la nature. La nature devient la référence nécessaire suivant qu'on souhaite justifier notre prise de description de l'univers, comprendre les comportements humains sans recourir à la religion, cultiver la sensibilité au contact d'un spectacle chargé d'émotions. Nous avons, c'est-à-dire, donc, la nature va faire opposition à la religion. Au lieu d'observer la religion, la tradition, ces choses-là, on va observer la nature et la nature va nous répondre un petit peu. Par contre, une critique qu'il faut faire importante à cette époque, c'est qu'en raison de je vais changer la construction de la phrase, c'est en fonction de la raison, de l'utilisation de la raison, on ne va plus se comprendre, nous les êtres humains, comme appartenant à la nature. On va se séparer comme des êtres pensants, comme des êtres rationnels que nous sommes. On va se distancier, on va prendre ces distances de la nature et des autres animaux.
Et en fait, il y a des gens qui considèrent que cette séparation de l'homme de la nature nous a mis dans une position dans la planète d'exploitation exagérée et destructrice de la planète. C'est drôle de penser comme ça, mais vous voyez qu'il y a, quand on pense à une exploitation, ou l'exploitation qu'on vit aujourd'hui, déréglée, de destruction de la planète, que ça puisse avoir un fondement dans la philosophie des Lumières. Et il y a des gens qui créditent ça, d'accord, qui mettent... Observe, c'est un peu l'idée centrale de Pascal, cette d'opposition entre la nature et l'homme. Oui. Non, je pense seulement à un texte sur la grandeur, ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est la pensée, et là, il va développer cette idée à partir de l'opposition de l'homme face à la nature. Oui, mais Pascal n'était pas un penseur des Lumières. Il est venu un peu avant, n'est-ce pas? Oui, non. Ouais. Mais je pensais à lui à cause de l'idée que tu viens de présenter. D'accord, je ne reproche pas la référence, d'accord? Ce que je dis, c'est juste une remarque pour ne pas penser que Pascal était un penseur de Lumière, rationaliste, parce que c'est le contraire. Pascal était plutôt un penseur croyant, en quelque sorte, n'est-ce pas? Oui, non, ouais, là, il ne refuse pas du tout la religion dans ce sens-là. Voilà. C'est juste l'opposition. C'est juste l'opposition à la nature. Oui, mais oui, parce que vous voyez ce qui est important parfois, et j'aime pas certains livres comme celui, je l'utilise parce que je le considère en quelque sorte, mais j'aime pas certains livres comme celui de Yves Stalloni, parce que il nous mène à penser les transitions de périodes comme des ruptures ou des ruptures complètes. Et là, Juliana, tu apportes une idée qui, on est tout à fait capable de mettre ensemble cette pensée de Pascal. Par exemple, à cause de la spiritualité humaine, on n'est pas des animaux. Mais là, il a une pensée religieuse pour justifier ça. Et avec les penseurs de la lumière, avec la raison, on va penser, non, comme on est rationnel, nous ne sommes pas comme les animaux, nous n'appartenons pas à la nature. Donc, il y a une opposition entre ces deux pensées, mais la conséquence vers la destruction de la planète et la conception de l'homme comme n'appartenant pas à la nature, elle est pareille. Donc, nous avons, dans cette comparaison que tu as suggérée, quelque chose qui maintient, qui reste, et quelque chose qui s'oppose. C'est-à-dire, il a l'opposition par rapport à la spiritualité et le rationalisme, mais il y a une continuité au niveau de la distance de l'homme par rapport à la nature. Vous voyez que c'est pour ça que je dis que les choses sont assez souvent plus complexes. Donc, il y a des aspects de rupture et il y a des aspects de continuité, même dans des structures de pensée complètement différentes. Voilà. Donc, la sensibilité à côté de l'esprit sérieux véhiculé, il y a aussi l'émotion et les sens. Voilà, c'est ça. Voyons ici à la fin peut-être. Ah non, ça c'est important. Je souligne ici à la fin. Reprenant les thèses de Locke et de Condillac, Helvétius ou Diderot tireront le sensualisme vers le matérialisme. Plus idéaliste, Rousseau fera de la sensibilité l'expression de la vertu
et de la vérité de l'être. Donc, au niveau de la sensibilité, il y a quelque chose d'important ici et on va travailler ça parce qu'il y a des différences entre des penseurs illuministes. D'accord? Par exemple, Rousseau, il est considéré comme un philosophe illustré, mais il est précurseur du romantisme aussi. Et je vais faire un cours sur Rousseau, pour parler de Rousseau, pour vous montrer quelle est la connexion de Rousseau avec le romantisme. D'accord? Rousseau aussi, c'est un penseur de la fin du XVIIIe siècle. Et la sensibilité et ce rationalisme aussi va mettre les hommes, les gens en contact avec les corps, parce que le corps est matériel. Il nous met en contact avec la matérialité de notre être, n'est-ce pas? Et ce contact avec le corps va nous mettre en contact avec la sensualité et avec la sexualité. Raison pour laquelle on parle d'un courant littéraire à cette époque des libertins. Raison pour laquelle, assez souvent, on va parler des contes érotiques, de Sade, entre autres. D'accord? Et je séparais quelque chose ici, pas pour aujourd'hui, mais on va parler aussi un petit peu de Sade, du marquis de Sade. D'accord? Et nous avons ce genre d'expériences sensuelles, sexuelles autour du corps. Donc, vous voyez que dans ces rationalismes, on laisse de côté la vie spirituelle et on revient au corps. Et avec le corps, on apporte la sensualité, la sexualité et le libertinage. D'accord? Parce que le libertinage, c'est la sensualité poussée à la limite de possibilité de l'expérience. N'est-ce pas? Voilà. Marquis de Sade, c'est des contes à lire et à faire rougir. E deixar a gente vermelho. Voilà. Et les bonheurs, comme je disais tout à l'heure, bonheur, la pensée de lumière donne au mot bonheur un sens laïque qu'on peut rapprocher du plaisir. Voilà, du plaisir. La recherche du bonheur est à l'origine de la démarche philosophique visant à la connaissance, à l'instruction, au progrès et à la maîtrise de soi-même. Voilà. C'est bon ici. Non, ça va. Les contes philosophiques, on entre. Voilà. Je m'arrête là avec le texte de Yves Istaloni. D'accord? Et je change le partage d'écran ici. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Pas de questions. Pour moi, pas de questions, professeur. D'accord. Donc, je vais entrer. Je sais que c'est un cours lourd au niveau de l'information ou des informations véhiculées ici. Mais ce que j'essaie, je prends le titre de Todorov pour expliquer ce cours un peu pressé et un peu bourré, un peu surchargé d'idées, d'informations, de discussions. C'est pour vous présenter un peu l'esprit des Lumières dans ce sens-là. Et comme je vous ai dit, j'utilisais le texte d'Yves Istaloni pour vous présenter les sens communs autour des Lumières. Et le texte de Kant pour vous présenter quand même un peu
cette idée de l'émancipation de la raison, etc. D'accord? Et maintenant, on va prendre un texte de Tsvetan Todorov, c'est un intellectuel contemporain. D'accord? Donc, ici, nous avons utilisé le texte de Kant, qui était le texte de l'époque. On va utiliser aussi ce texte-là, La raison, qui est une entrée de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Donc, c'est un texte du XVIIIe siècle. Et on va utiliser aussi, je vous montre ici, voilà, le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, pas aujourd'hui. Donc, je recule et on entre dans le texte de Todorov. D'accord? Et Todorov, il est décédé récemment, l'année dernière, avant-dernière, ou il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Et donc, voyons ici. Et ce texte, il est déjà disponible dans les archives, mais dans une version qui n'est pas soulignée. Le texte, il est sans ces marques que j'ai faites. Et donc, je vais continuer Todorov la semaine prochaine, parce qu'on n'aura pas le temps de tout parler aujourd'hui. Nous avons encore 5 minutes. Donc, je vais juste introduire un peu ici l'esprit de ce texte de Todorov. Donc, il dit ici, les Lumières sont une époque d'aboutissement, de récapitulation, de synthèse, et non d'innovation radicale. C'est ce que je viens de vous dire. Vous voyez que le texte de Kant de la fin du XVIIIe siècle, c'est un texte qui réunit certaines idées qui étaient diffusées ou qui ont été développées tout au long du XVIIIe siècle et même avant. N'est-ce pas? Donc, les Lumières, c'est une époque d'aboutissement. Aboutissement, c'est l'idée d'aboutir, d'arriver à quelque part. C'est-à-dire, les Lumières sont une époque dans laquelle on arrive à une série de conclusions ou à une série de développement de certaines idées, etc. De récapitulation, on reprend certaines idées, ou des synthèses, pas ou, mais et des synthèses, c'est-à-dire on synthétise des idées qui étaient dispersées, qui étaient perdues, on les met ensemble. Et donc, ce n'est pas une idée d'innovation radicale. Les grandes idées des Lumières, je continue la lecture du texte, ne trouvent pas leur origine au XVIIIe siècle. On peut reculer à l'Antiquité, au Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque classique, etc. Par exemple, l'Antiquité, on peut prendre l'idée de démocratie, d'égalité, pas d'égalité, mais d'une certaine démocratie. Quoi d'autre? La raison, pourquoi pas? Pardon? Tu as dit la démocratie, j'ai ajouté la République. Oui, la République, ouais. Même si la République classique, elle était beaucoup plus restreinte, n'est-ce pas? Beaucoup plus réduite. C'est-à-dire les gens qui pouvaient participer à la République étaient quelques-uns les choisis. Et ici, par contre, la République, l'État, c'est pour accueillir à tout le monde de façon pareille, n'est-ce pas? Du Moyen-Âge, nous avons qu'est-ce qu'il ici il ne nous indique pas, mais du haut Moyen-Âge, qu'est-ce que je dirais présent ici? Peut-être l'idée du corps,
n'est-ce pas? Et de la Renaissance, l'humanisme, c'est-à-dire l'homme au centre. Si dans la Renaissance, on prend cette idée de l'homme comme centre de tout, dans les Lumières, on va prendre la raison, n'est-ce pas? On peut résumer l'homme à la raison, en quelque sorte. Et l'époque classique ici, c'est ce rationalisme aussi. L'équilibre, on donne plus d'espace à la raison qu'au sentiment, n'est-ce pas? On avance encore. C'est au moment des Lumières que ces idées sortent des livres et passent dans le monde réel. C'est une répétition de ce que je viens de dire. Ok, bonne journée, Luciana. Probablement, je vais terminer cette page et je finirai aussi. Donc, vous voyez que ce que j'ai déjà dit ici, il n'y a rien d'original non plus. D'accord. Je suis allé chercher dans les textes Todorov avant. Donc, la pensée des Lumières est portée par des très nombreux individus qui, loin de se sentir d'accord entre eux, sont constamment engagés en d'âpres discussions, c'est-à-dire des discussions conflictueuses, difficiles, etc. Raison pour laquelle, quand on pense aux philosophes ou aux écrivains de cette époque, comme Voltaire, Montesquieu, Rousseau, on va trouver des divergences entre eux, comme je vous ai dit tout au début. Parce que on ne va pas, c'est ce qu'on dit ici. Et en plus, cette idée que nous avons vu avec Kant, de débattre en public, d'utiliser l'espace public pour la discussion rationnelle, elle va mettre en conflit les idées et les opinions. Mais nous sommes là dans un moment aussi de droit. Il y a Jobin qui veut utiliser sa toilette. Et je vais le laisser entrer. Jobin? Oui. Ouais, il va aux toilettes. Et donc, c'était un moment dans lequel on débattait les idées, les opinions, mais on défendait quand même la liberté d'opinion. On a la liberté d'avoir d'opinions divergentes, dès que ça ne touche pas au respect à l'autre. On verra ça en détail. On verra ça en détail dans la Déclaration des droits de l'homme. Je vais vous montrer ça rapidement. Par exemple, je vais entrer dans les détails mardi de la semaine prochaine. Mais vous voyez ici, dans la déclaration, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nous avons ici tout en bas voilà, c'est l'article 10. Nul, c'est-à-dire personne ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Donc, vous voyez que ce que la déclaration définit, c'est le primat de la loi qui nous garantit à tous et à toutes la liberté d'opinion, des croyances, etc. Et donc, ça pour dire que même les penseurs, les écrivains, ils pouvaient avoir des divergences entre eux. Et pour finir, aujourd'hui, les Lumières ont été une époque de débat plutôt que de consensus. Donc, c'est ça. On pense que quand on parle d'un mouvement ou d'une tendance ou d'un mouvement philosophique comme les Lumières, on pense peut-être au consensus d'idées. Non, ce n'est pas parce qu'on parle des philosophes
de Lumière comme Voltaire, Diderot, Kant, Rousseau, qu'on va parler des consensus d'idées. D'accord? Peut-être on aura même des divergences. OK? Peut-être non. Sûrement, on aura des divergences et beaucoup, beaucoup de divergences. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je suis désolé pour ce cours informatif à l'excès quand même, mais je pense qu'il y a pas mal de choses là qu'il faut entrer dans les détails et il faut approfondir quand même. Et je vais, avant que vous ne me demandiez, je vais vous dire, je ne vais pas encore finir la correction des sujets de la dissertation. Je vais faire l'effort de finir aujourd'hui, mais je vais prolonger la date pour me rendre à la problématique jusqu'à dimanche soir. D'accord? Parce que comme ça, je préfère que vous attendiez mes commentaires sur le sujet pour me rendre à la problématique. D'accord? Est-ce que vous avez des questions à me poser ou on peut terminer là aujourd'hui? C'est bon. C'est bon, pas de questions. D'accord. Donc, je vous demande de regarder les vidéos et je vais vous indiquer les textes aussi, ou quelques textes à lire, plutôt comme suggestion de lecture. D'accord? Ce que j'attends de vous, vraiment, c'est la lecture des Candides de Voltaire. Donc, mettez-vous dans la lecture ou à la lecture de ce livre au plus vite si vous n'avez pas encore commencé. Et n'oubliez pas que nous aurons cours mardi de la semaine prochaine et jeudi de la semaine prochaine parce qu'il faut rattraper un cours raté, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Je vous souhaite... Jobin, il fait le bordel déjà ici. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et on se revoit la semaine prochaine. D'accord? D'accord. Au revoir. Merci. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir, prof. Merci, Au merci à revoir. vous.